Bonjour. Il est des moments dans l'histoire où les nations et les peuples doivent se ressaisir face aux événements qui se déroulent dans le monde. Aujourd'hui, c'est l'échec de la contre-offensive ukrainienne et c'est la fin de la France-Afrique pour nous. Alors, l'échec de la contre-offensive ukrainienne est dû à la stratégie poursuivie par l'armée russe aujourd'hui. Il faut lire ou relire les œuvres du penseur militaire Alexandre Svechine, qui, dans Stratégie, montre bien qu'il faut épuiser les ressources de l'ennemi avant de passer à l'offensive. C'est ce que fait l'armée russe en Ukraine. Elle laisse les Ukrainiens perdre des hommes, perdre du matériel et se prépare à son tour à mener une offensive. C'est très grave pour le peuple ukrainien que cette guerre de tranchées, comme la guerre de 1914-1918, puisse se reproduire en plein XXIe siècle, est quelque chose d'abominable. C'est pour cela qu'il faut l'arrêter et passer à une politique de paix, qui soit une politique de paix qui prenne en compte les intérêts des uns et des autres et qui permette aux pays du monde de travailler, d'œuvrer en commun. C'est le défi de cette guerre qui se déroule en Europe. Parvenir à une paix par le développement mutuel, tout de suite, car des deux côtés, le danger, c'est que du côté anglo-américain, on espérait épuiser la Russie, et du côté russe, on espère que l'attrition, la destruction progressive des forces ukrainiennes permettra une offensive. Il faut sortir de cela, de ce dilemme, et établir des conditions de paix. C'est l'urgence de notre temps. La fin de la France-Afrique. Eh bien, c'est la fin d'une politique qui n'a pas pris en compte la participation des pays africains à leur développement économique. En ce sens, le néocolonialisme financier, avec la complicité d'éléments corrompus en Afrique, mais dirigé par une politique française de grandes entreprises et pas une politique nationale, eh bien, les conditions ont été créées de la révolte, en particulier de ceux qui suivent les réseaux sociaux, de ces jeunes militaires, capitaines, lieutenants-colonels, qui ont poussé les généraux à se révolter. Il faut bien dire une chose ici, c'est que ces militaires ont un sens de la situation et un sens des besoins et des nécessités de leur peuple supérieur à celui de dirigeants élus dans des conditions tout à fait douteuses et dans un système de corruption financière. Alors il y a une chance d'avoir une politique française opposée à celle de la France-Afrique, une politique de développement mutuel, de croissance dans les deux sens, français et africain. Alors comment y parvenir? Pour la France, il s'agit de se libérer, car la France aussi est un pays occupé, de se libérer de ses liens au sein de l'OTAN. C'est la priorité. L'OTAN pratique une politique de fuite en avant dans le militaire par rapport à un fondement des pays qui en sont membres, les pays, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont dans une crise financière qui atteint ses limites. Donc, fuite en avant militaire par rapport à une crise financière intérieure et à une crise aussi, on le voit aux États-Unis, dans certaines régions américaines, de quasi-guerre civile. Donc il faut sortir, pour la France, de cette emprise et avoir une politique réelle d'indépendance et de souveraineté. Même chose pour les pays africains, car si la France, au sein de l'OTAN, suit une politique de pays occupés, elle deviendra à son tour, et elle est devenue, occupant en Afrique. Donc sortir de l'OTAN permettra, vis-à-vis de l'Afrique, d'avoir une politique nouvelle de développement mutuel et de croissance partagée. Les dirigeants africains ont bien dit, et notamment les dirigeants du Niger actuels lors de leur visite au Tchad, et je cite, qu'ils étaient prêts à discuter avec tous les pays qui les comprennent et respectent leur souveraineté. Eh bien, voilà
ce qui définit ce que la politique de la France devrait être, pour une politique de renouveau. Alors, longtemps, le gouvernement russe, Poutine, a demandé une politique de sécurité européenne. La paix en Ukraine ne peut être obtenue que si cette politique de sécurité est définie. Et définie pour une politique de développement mutuel au sein de l'Europe. En ce qui concerne l'extérieur, car il faut que l'Europe pense en termes de monde et pas en termes d'elle-même, qu'elle ne soit pas repliée sur elle-même. En termes de monde, la réunion Russie-Afrique, j'aurais souhaité que ce soit la France pour le développement, mais la réunion Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, auquel notre responsable Sébastien Périmoni était présent, invité spécial, cette réunion Russie-Afrique montre bien que c'est la fin de la colonisation. Tous les dirigeants russes, Shoïgu, le ministre de la Défense, l'a dit, Poutine lui-même l'a dit, et ont appelé à une coopération internationale qui, dans le cadre de cette sécurité européenne, et en accord avec les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, pourrait être une politique mondiale de développement. Alors, qu'est-ce que cela exige? Cela exige un ordre, une architecture, plutôt, internationale, nouvelle, de sécurité en Europe, mais aussi dans le monde, avec un désarmement progressif du nucléaire, alors qu'aujourd'hui, tous les traités sur les limites de l'énergie nucléaire militaire ont été démantelés. Donc il faut reconstruire, et vite, il faut faire du nouveau. Du nouveau par rapport à toutes les ressources qu'on a mises pour la guerre, les reconvertir en ressources pour la paix. Et cette paix établie à l'échelle du monde sur la base d'un système financier qui se substitue et est en train de se substituer progressivement au système sous domination de cette oligarchie financière, le monde de la City et de Wall Street, que j'avais attaqué dans toutes mes campagnes présidentielles. Eh bien, aujourd'hui, peu à peu, les pays membres des BRICS, les 5 pays avec une vingtaine qui veulent y adhérer, une vingtaine qui veulent des relations beaucoup plus proches, ces pays-là qui se réunissent le 22 et le 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud, élaborent peu à peu un système d'échange en monnaie nationale, en rouble, en roupie indienne, en yuan chinois, en d'autres monnaies. Et c'est une étape vers un nouvel ordre de développement mutuel. Alors, ce n'est qu'une étape, parce qu'il faut que ces monnaies nationales aient une référence commune. On ne peut pas substituer au dollar une nouvelle monnaie de réserve. Non, il faut des références communes, qui peuvent être l'or, mais un panier de matières premières serait plus approprié, parce que plus en accord avec l'économie physique. Donc, il faut ce nouveau système que la France devrait proposer. La France devrait être catalyseur de ce monde qui vient. Elle devrait être un médiateur. Elle devrait être inspiratrice. Elle ne l'est pas. Et je vais lire ici quelque chose que vient de publier dans Le Point, quelque chose de quelqu'un qui n'a pas les mêmes fondements, disons, intellectuels, d'idées que nous, mais qui est un homme cohérent et intelligent. C'est Nicolas Bavrez. Voilà ce qu'il vient d'écrire dans Le Point. Il en va de même pour les services publics essentiels en France, de l'éducation, de la santé, des transports ou de la sécurité, au sujet desquels l'opinion des Français recoupe les enquêtes internationales pour conclure à une chute inédite de leur qualité. Une chute inédite de leur qualité. Le constat du décrochage de la France et le risque d'un effondrement brutal de notre pays, comparable à la débâcle de juin 1940, me semble décrire exactement la crise économique, sociale et politique, mais aussi intellectuelle et morale que nous traversons. Alors, propose des solutions classiques, libérales, ne marchent pas. Ce qu'il faut, c'est une orientation vers un système de réelle souveraineté, basé pas sur un retrait, pas sur un retour vers le passé, mais sur apporter le meilleur de nous-mêmes et de façon indépendante au reste du monde,
et que les autres pays aussi l'apportent, avec un instrument de référence. Et cet instrument de référence, c'est le développement de l'économie physique qui permet d'accroître la capacité d'accueil du monde. Évidemment, pour l'Afrique, cela suppose une politique de l'eau, une politique des transports. Une grande partie des récoltes africaines, à peu près 40 à 50%, faute d'être déplacées vers là où on la consomme, à l'intérieur de l'Afrique, est perdue. Donc une politique de l'eau, une politique des transports, une politique de l'alimentation et de l'agriculture, et une politique où ce que produit l'Afrique, les minerais que produit l'Afrique, l'immense richesse de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, ou du Mali, ou du Niger, où ces immenses richesses permettent le développement des industries sur place et parrainer le développement de ces industries sur place. C'est cela la fin de la France-Afrique. C'est créer des partenaires qui soient des partenaires dans un jeu d'égal à égal. Et c'est ce que constatent des gens en France, certains. J'ai ici une opinion de quelqu'un qui est un conservateur gaulliste, disons-le, à peu près pour le définir, qui s'appelle Renaud Girard, qui nous dit « Une intervention militaire française au Niger serait une pure folie. » Et en effet, si on s'oriente dans cette direction, nous aurons contre nous pratiquement tout le monde. Et nos paroles resteront de vaines paroles parce que l'intervention ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Donc, nous nous ridiculisons vis-à-vis de l'opinion mondiale, comme le fait qu'on affirme encore ici ou là que la France doit être puissante et en même temps on laisse son service public, on laisse les bases de notre économie chuter. On ne croit pas. Et cette politique vis-à-vis de l'Europe, de sécurité et de développement mutuel, et cette politique vis-à-vis de l'Afrique, de sécurité et de développement mutuel. Si la France propose, développe, avance, elle redeviendra crédible. Et pour elle-même. Alors, pour elle-même, je voudrais conclure ici en disant que jamais on n'a vu de tels bénéfices des sociétés françaises du CAC 40. Jamais. Dans une situation où la France, en même temps, se décompose, comment expliquer ce paradoxe? C'est parce que ces sociétés du CAC 40 sont dans le monde de la finance, sont des gains financiers, ne sont pas des gains physiques pour l'économie réelle, pour le développement, et ne sont pas des gains effectués en France, sont des gains effectués ailleurs, dans le monde. Et puis, évidemment, depuis la fin du Brexit, ce qui se produit, et c'est la preuve que tout cela est financier, c'est que une grande partie des banques qui opéraient à Londres, comme Barclays par exemple maintenant, mais beaucoup d'autres aussi, JP Morgan ou d'autres, beaucoup de banques internationales, viennent à Paris. Est-ce que cela permet le développement de la France? Non. C'est Paris qui opère comme un centre financier se substituant en partie à la City. Et évidemment, ça veut dire une occupation de la France, une occupation financière. Et c'est cela dont il faut se dégager aujourd'hui, en posant vraiment la question, le problème tel qu'il est. Je pense que beaucoup de souverainistes, qui se disent souverainistes, ne le sont pas. Ils sont des identitaires, c'est tout à fait différent. Le souverainisme, c'est aimer son pays, aimer son peuple, faire le meilleur pour lui, et que cela bénéficie aussi à l'humanité, au développement de l'humanité. Ce n'est pas se retirer d'une ligne défensive et penser qu'on peut être isolé du monde. De ce point de vue-là, je pense qu'il serait intéressant de méditer pour certains à la campagne de l'armée soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. À un certain moment, elle pouvait l'emporter après la bataille de Kursk beaucoup plus rapidement sur l'armée allemande. Mais ça aurait amené des destructions terribles. Se souvenant des thèses de Svechine, les dirigeants russes ont décidé d'avancer plus lentement pour récupérer aussi intactes que possible les ressources économiques et physiques de la Pologne. Mais, de ce point de vue, elles ont réussi. Pensons à cela lorsque nous pensons à la guerre,
pensons à cela surtout quand nous passons à la paix. Car la paix aujourd'hui est indispensable, nous nous battons pour elle, une coalition de l'humanité pour la paix, à laquelle nous participons, et cette paix ne peut être établie que sur des bases autres que celles d'une occupation financière, que sur base autre que celle d'une domination par une oligarchie qui est fondamentalement, au fond d'elle-même, pessimiste, parce qu'elle pense qu'elle ne peut dominer qu'au détriment des autres. Nous croyons à un développement mutuel, toute l'histoire humaine nous le prouve, par cette amélioration de la capacité d'accueil, à partir des sociétés de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, à partir du début du XXe siècle, et malgré les guerres du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, la France ne peut se rétablir, pas avec les solutions qu'on nous propose, soit dans la majorité, soit dans l'opposition, qui sont confuses au mieux sur le plan économique. Il faut une économie physique, une économie du développement avec la participation de la population. Si on fait des programmes sur les technologies du futur ici ou là, comme l'a fait Macron, sans prévoir rien pour la participation de la population, sans prévoir leur insertion dans l'économie mondiale, ça ne sert à rien. Il faut une politique réelle, articulée, intégrée de cela, comme il faut, avec les pays africains, une politique de co-développement. Et cette politique de co-développement, c'est ce que j'ai toujours proposé dans mes campagnes présidentielles, contre ce que j'appelais le fascisme financier. C'est un vrai fascisme, parce qu'il est destructeur de la capacité humaine de créer, de comprendre, d'aimer et de développer. Aujourd'hui, le défi est là, pour la France. Il faut le relever. Je vous demande de nous aider à le faire, car nous n'avons pas les ressources de ces sociétés financières qui sont venues s'installer à Paris. Nous n'avons pas les ressources des sociétés du CAC 40. Et nous n'avons pas même les ressources des autres souverainistes, plus ou moins dans le vrai et très souvent dans le faux, sur les bases de leur pensée. Donc pour assurer que nous puissions être ceux qui inspirent, il nous faut votre aide. Et nous vous la demandons aujourd'hui. Nous sommes presque à la rentrée, comme on l'appelle. Eh bien, nous avons besoin pour la rentrée de moyens pour étendre notre capacité d'aspiration, car nous devons être à notre tour aspirateurs. Les autres se préoccupent de telle ou telle échéance, les élections européennes, les élections américaines. Oui, c'est important, mais ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est changer d'état d'esprit, changer de manière de penser, à la fois dans notre politique nationale et à la fois dans notre façon de penser personnelle, pour retrouver l'enthousiasme qui a fait que les soldats qui se battaient pour la République, les soldats de l'an 2, criaient « Vive la nation ». Eh bien, il faut avoir cette conception de la nation, et pas une conception qui est une conception de retrait ou une conception de soumission, mais une vraie nation pour laquelle on doit refonder ce qu'est la France. C'est ça le défi, et c'est ce défi auquel je voudrais que vous participiez avec nous, parce que c'est essentiel, et sans votre participation, nous ne pourrons pas faire.